Salut! Aujourd'hui, on va discuter l'alphabétisme et la culture française au XVIIe siècle et les époques qui donnaient lieu à l'empire les plus puissants pour des centaines d'années. Je m'appelle Charlotte et on y va. Une vue d'ensemble. Qu'est-ce qu'est l'alphabétisme? Le précurseur à l'alphabétisme au XVIIe siècle, le cadre du XVIe siècle. Le XVIIe siècle, le déclencheur, les personnes et les institutions influentes, l'importance aux politiques et à la culture française. Les effets d'alphabétisme du XVIIe siècle, le cadre du XVIIIe siècle et après. Quand on avance au XVIIe siècle, on voit les effets des taux d'alphabétisation, des déclencheurs et des personnes et institutions influentes, et des tendances de la langue sur la politique et la culture française. Qu'est-ce que l'alphabétisme? L'alphabétisme, c'est d'avoir la capacité de lire. La capacité de lire n'était pas très commune pour les laïcs qui étaient sans instruction. Typiquement, seulement les clergés, la noblesse et la famille royale pouvaient lire, mais c'est-à-dire que seulement 20% de la population était alphabète. Écrire. Même pour ceux qui pouvaient écrire, l'éducation n'était pas dispensable pour 80% de la population entière. Donc la majorité des Français sont analphabètes à la demande d'écriture. Communiquer et créer avec les langues. Tout le monde pouvait communiquer avec la langue française à cette époque-là, dans le sens qu'ils pouvaient parler l'un avec l'autre. Mais en termes de créer avec le langage d'une façon littéraire ou politique, ce domaine d'alphabétisme était limité à la noblesse et ceux avec l'accès à l'éducation plus haute qui pourraient viser au développement des talents littéraires comme ceux qu'on connaît comme les grands écrivains et orateurs de l'époque. En revanche, ceux qui étaient vraiment alphabètes et instruits participaient dans la couture du salon, qu'on voit dans la troisième peinture Réunion des dames d'Abraham Bros. Avec l'accroissement du salon, il y avait une augmentation de la division entre les classes sociales politiquement, socialement et intellectuellement qui est basée sur l'inégalité de l'éducation et de l'opportunité de se répandre des idées différentes. Le fait de cela, on verra plus tard, serait le contraste plus fort d'une population qui était vraiment avancée dans la politique et la structure sociale, mais qu'on ne peut pas en enamorer de l'absolutisme du roi dans cette époque. Leur incapacité de lire et d'écrire poussait la montée de l'alphabétisme dans l'époque, mais avec l'aide de précurseurs du XVIe siècle. Les déclencheurs qui commencent la montée d'alphabétisme en France. La Renaissance. Commençant en Italie, 1300 à 1600, était la régénération des arts, d'architecture, de sciences et de philosophie. L'école de Rubens de Raphaël, qu'on voit ici, était peinte entre 1509 et 1510, démontre le cœur du mouvement comme l'entrée renouvelée dans les études de philosophie et des anciens, comme Platon et Aristote et les autres Grecs. Tous les hommes dans le tableau sont des écrivains, scientifiques et politiques de l'époque du pouvoir grec, qui a donné lieu au cadre pour l'Empire romain d'influencer le développement de l'Empire italien et français pendant le XVIe et XVIIe siècle. La presse d'imprimerie. Toutes les choses qu'on associe avec la Renaissance réclamaient une régénération des études littéraires, pas nécessairement pour les grands écrivains et les orateurs de mouvement, mais pour ceux qui liraient les grands œuvres et plus tard les œuvres politiques qui feraient de grandes avancées sociales pour tout le monde, même dans la France. L'invention de l'imprimerie par Johann Gutenberg en Allemagne en 1439 a permis l'expansion de la littérature dans les langues diverses, les opportunités d'éducation et le cadre pour ceux des classes plus basses de s'élever et de devenir plus capables d'être influents politiquement. L'absolutisme de François Ier. Le roi entre 1515 et 1547
il était le roi le plus influent pour le développement de la Renaissance en France. Il commençait avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 et il a déclaré que le français serait la langue officielle de la région. Plus tard, pendant son règne absolutiste, il a introduit beaucoup des éléments de la Renaissance, notamment l'architecture, l'art et la littérature. Il a visé à construire une Nouvelle-France qui serait le plus puissant empire à l'époque et après, commençons avec les langues unifiées. La défense et l'illustration de la langue française de Joachim du Bellay. Publiée en 1549, cette œuvre a honoré François Ier pour sa bienfaisance aux arts et aux lettres en France. La défense aussi fonctionne comme un manifeste de la Pléiade, de laquelle du Bellay était parti. Cette œuvre a précisé que le français deviendrait la langue la plus raffinée, ayant la dignité égale avec le latin et le grec, qui étaient les langues de politique et des domaines plus influents. Cette œuvre du Bellay a transformé le français d'une langue considérée comme barbare et vulgaire et a donné le temps pour le français de devenir le plus magnifique pour la littérature, la politique et les mondes, en disant que la France doit gérer un langage maternel et non autrement. Les personnes et les institutions influentes. Dans cette tapisserie-là, on voit Marguerite de Valois, la sœur aînée de François Ier. Elle a pris un grand rôle dans les affaires à moderniser la langue française sous le pouvoir de son frère. Avec lui, elle a développé la littérature française avec l'établissement de la Bibliothèque royale et son patronage des écrivains connus. Parce que les années précédentes étaient vraiment bouleversées avec les guerres religieuses qui ont brisé la structure sociale et religieuse de l'Europe, Mercury a patronné très progressivement les écrivains catholiques et protestants, indifféremment, bien qu'elle ait été catholique elle-même. C'était une telle avancée après les effets de la Réformation protestante. En outre, elle a soutenu aussi les écrivains de la Pléiade. La Pléiade. À l'origine, la Pléiade a trouvé son nom d'un groupe de l'ancienne Grèce, qui est un groupe de poètes et de philosophes qui ont développé la langue grecque et l'a rendue la langue la plus puissante de l'époque. Avec le renouvellement des idées et des écoles anciennes, les groupes littéraires de la Renaissance ont eu aussi leurs anciens parallèles. La Pléiade s'est composée des écrivains comme Joachim du Bellay, Pierre de Ronsard, Jean-Antoine de Baïf, Jean Dorat et François Rabelais. Les 5 hommes et autres ont établi 5 règles pour la littérature française qu'on voit beaucoup dans les littératures aujourd'hui, même celle qui n'est pas française. Premièrement, la littérature doit être vraisemblable, puis une bonne représentation des protocoles français, l'uniformité de chaque genre de la littérature, la protection des 3 unités de temps, de l'endroit et d'action, et finalement de chaque pièce spécifiquement doit avoir 5 actes exactement. Ces écrivains ont écrit des œuvres d'une façon d'honorer la langue, l'employé d'écrire des œuvres magnifiques comme les anciens, et aussi donner un nouvel ton à la littérature française pendant cette époque. C'est-à-dire que la Pléiade a créé des œuvres classiques, mais aussi polémiques, pour leur temps dans leur style, leur contenu et leur audience. Ces éléments de leur création ajoutaient une impression plus profonde au soutenu de Marguerite de Valois. La bibliothèque du roi. Assemblée en 1368 sous le règne de Charles V, la bibliothèque du roi était fragmentée jusqu'au règne de François Ier, spécifiquement jusqu'en 1534 quand le livre était combiné avec les livres personnels du roi à Château de Fontainebleau. Malgré la bibliothèque ne deviendrait pas publique jusqu'en 1692, l'agglomération initiale des livres a commencé l'accès plus commun des livres et de littérature pour les Français. D'un point de vue historique, on note que les employeurs
et bien les rois influents avançaient leur pouvoir et leur région avec l'amélioration et l'unification de langue. Par exemple, en 283 avant Jésus-Christ, on voit que Alexandre le Grand de Macédoine devient le chef global le plus puissant avec ses conquêtes géographiques, mais aussi linguistiques. Il déclare que le grec soit la langue officielle de son royaume et il assemble la première bibliothèque en Alexandrie. À cet égard, on peut faire la liaison entre la Renaissance qui a influencé le renouvellement des idées et aussi des méthodes que l'empereur et les rois ont utilisées d'augmenter leur pouvoir. Le XVIIe siècle. Les rois et les cardinals. Louis XIII. Le roi entre 1510 et 1548, Louis XIII a pris un pouvoir plus lié aux conquêtes et aux guerres parce que son règne est tombé pendant la période de la guerre franco-espagnole et la guerre de 30 ans. La France pendant cette époque était très bouleversée, particulièrement dans le cercle de la société haute et de la noblesse. Le pouvoir du roi était un peu faible après les années d'absolutisme et de guerre. Malgré que le roi s'est marié avec Anne d'Autriche, une princesse Habsbourg, et a unifié les 12 royaumes pugnaces, les conflits n'ont pas cessé du tout. Donc Louis XIII a mené des campagnes étrangères et puis ses victoires dans les guerres et dans les domaines étrangers ont permis son cardinal Richelieu, de faire des avancements linguistiques et de renouveler les absolutismes en France. Richelieu. Jouant le rôle de principal ministre de l'État depuis 1624 jusqu'à sa mort en 1642, Richelieu a fonctionné comme un conseiller politique et religieux à Louis XIII. Il a compris que la structure de la société française a été en danger des complots et de la noblesse et les autres royaumes, particulièrement ceux des Habsbourg en Autriche et en Espagne. Donc, il a créé une France très absolutiste et stable, même de gouvernement intérieur et extérieur. Il a centralisé le pouvoir français en apaisant la guerre civile entre Louis XIII et sa mère, Marie de Médicis, pour le rôle de roi, en calmant les tensions religieuses avec l'édit de grâce d'Alès en 1629, en retirant le titre de nobiliaire aux noblesses pour rendre le roi le plus puissant et en établissant les institutions comme l'Académie française et en développant les universités comme la Sorbonne. Il n'a pas été aimé pour ses efforts politiques, mais son action a donné lieu au règne de Louis XIV. Louis XIV, le roi Soleil, l'état de ses mois. En addition aux efforts politiques pour rendre le français le plus fort, le roi Soleil, le roi le plus absolu, a établi l'absolutisme dans son style de la vie à Versailles, où il fait les nobles faire habiter à Versailles avec lui pour la sécurité et la surveillance quotidienne. Il a institué le gallicanisme en France qui rend le pouvoir du roi plus prééminent que le pouvoir du pape. Et alors l'État devient plus prédominant que l'Église sous le règne de Louis XIV. Il a amélioré la condition des arts et de l'architecture en France avec ce patronage aux artistes et aux ingénieurs, même avec les écrivains comme Molière, l'un des écrivains français les plus connus. Le cardinal Mazarin. Après qu'il a travaillé purement dans les ordres religieux italiens, Mazarin est devenu le principal ministre de l'État en France en 1642, après la mort de Richelieu et le roi Louis XIII. En addition aux actions politiques qu'il a prises comme la négociation entre Louis XIV et Marie-Thérèse d'Espagne pour le mariage, il unifiait les deux pays.
et il a continué à accroître la Bibliothèque nationale qui a commencé sous François Ier et sa sœur Marguerite de Valois avec ses collections littéraires qui est gardée à l'Institut de France avec l'Académie française. Aussi, il a introduit les arts comme l'opéra au français. La Français moyenne, l'Académie française et la Gazette. La Français moyenne. Pendant les années 1300 jusqu'à 1700, le français était très différent que le français qu'on parle aujourd'hui. Le moyen français a transformé au français moderne avec le travail de personnes dans le XVIe siècle, particulièrement avec l'arrivée de l'imprimerie et l'augmentation de la diplomatie dans le gouvernement. Mais les autres efforts d'unification de la langue s'est présenté avec l'organisation de l'Académie française sur Richelieu. Le français moyen s'est composé d'un système de déclinaison, la réformation des règles linguistiques, particulièrement à l'égard des mots d'origine étrangère. Des transformations communes entre le français moyen et le français classique sont l'échange de OI à AI et YAI. Jusqu'à ce moment-là, le français était fragmenté entre les langues d'oï, c'est-à-dire les langues du Nord, et l'occitan, c'est-à-dire les langues du Sud. La Gazette. Le premier journal français est établi en 1615 sous le patronage de Richelieu et il a fonctionné comme la première méthode de circuler les actualités des affaires politiques et puis coutumières qui étaient accessibles aux laïcs et secteurs de noblesse. Avec le journal, on comprend que c'était cette addition à la société française qu'a soutenu l'alphabétisme avec les classes plus bas. Pour le journal de réussir, il était nécessaire que le français sache lire. Avec cet outil d'alphabétisme accessible, le gouvernement français a pu commencer de raffiner la langue avec l'Académie française. L'Académie française. Établie en 1634 sur Richelieu, l'Académie française donnait des règles linguistiques à la langue parlée et écrite sur toutes les questions et sujets de la grammaire et de la significance politique. Ils honorèrent l'ordonnance de Villers-Cotterêts signée par François Ier en août 1539 comme leur constitution d'une certaine façon et utilisaient le savoir historique et la prévoyance politique et culturelle de régler une langue très diverse géographiquement entre l'oï du Nord, l'occitan du Sud, le latin dans les églises et le dialecte infini à travers de la France et les langues francophones. Le directeur présent de l'Académie, Marc Fumaroli, dit que Richelieu a fondé l'Académie pour donner l'unité du royaume forgé par la politique, une langue et un style qui symbolisent la sémantique. Avec l'article 24 des statuts précise que la principale fonction de l'Académie sera de travailler avec tous les soins et toutes les diligences possibles à donner des règles certaines en notre langue et à rendre pur, éloquent et capable de traiter les arts et les sciences. En ce moment-là, parce que l'alphabétisme est monté, une organisation comme le français puisse être vraiment utile et on voit les effets politiques et culturels qui se déroulent. L'importance aux politiques et à la culture française. La montée de l'alphabétisme et de la littérature ont permis le peuple de devenir capable de développer des idées polémiques contre le gouvernement absolu, en addition à la capacité de protester avec le discours écrit et parlé. L'écriture politique et littéraire commençait à jouer un rôle activiste en réfléchissant les sentiments du peuple et l'opinion publique. On note que la littérature du XVIIe siècle donnait le ton révolutionnaire et reprobateur qui montre les événements de la Révolution française des années suivantes. Cet échange de politique et de la culture française, on peut conclure que l'alphabétisme qui était amélioré pendant 2 siècles a construit un peuple éloquent et fier pour créer le discours vraiment percutant
que serait utilisé dans l'établissement des gouvernements de l'avenir. La naissance des Lumières. Après les guerres religieuses et la tombée du gouvernement absolutiste sous Richelieu et Louis XIV, le pourcentage de peuple français éduqué commençait à discuter de façon savante l'avenir de la France sans le royaume démodé et inefficace. Malgré que le mouvement qu'on appelle la Lumière progressait pendant le siècle suivant, les idées prééminentes ont développé initialement avec la possession et l'individualité qui vient avec l'alphabétisation de la majorité des Français dehors la noblesse. Politiquement, c'est-à-dire que les idées d'indépendance et de radicalisme se sont déroulées pendant ce siècle. René Descartes, qu'on voit dans ce gravure de Jacques Clubin, était l'un des grands hommes avec les autres de ce mouvement. L'importance de l'opinion publique avec l'alphabétisation créait l'augmentation d'accès aux idées et à l'éducation qui a entraîné la liberté des pensées et de l'obscurantisme de l'Église. L'opinion des laïcs et des nobles, tous les deux, étaient très mécontents avec le royaume. La noblesse, qui a perdu beaucoup de son prestige avec la réforme de Richelieu, et le peuple de classes plus basses ont enduré des conditions vraiment suffocantes sur ceux qui les ont contrôlés. L'accès à l'éducation et les taux d'alphabétisme montrent-nous que les tendances et les taux linguistiques montaient avec les chiffres suivants. Entre 1550 et 1650, on voit l'augmentation de 10%, de 19% à 29% et une montée régulière de 9 à 10% chaque centaine d'années. L'éducation systémique était basée sur la grammaire, la rhétorique et la logique que fournit la fondation des études des lettres et des sciences. Ces années ont vu le développement des universités préexistantes comme la Sorbonne, l'établissement des écoles primaires sous la surveillance de l'Église et des écoles secondaires sous la municipalité locale. Le collège de Clermont à Paris, établi en 1563, a gagné le titre le Collège royal en 1682 et puis lycée Louis le Grand, à honoraire Louis XIV. Cette école devient l'un des plus influents et connus. Il a attiré les étudiants de France et était l'alma mater des écrivains connus comme Théophile Gautier, Voltaire, Molière, Victor Hugo et Jean-Paul Sartre. Le 18e siècle et après. Après les années très mouvementées, il pourrait être juste de conclure que les effets sont vraiment de multiples facettes, particulièrement les conséquences politiques, culturelles et linguistiques. Les effets politiques. La littérature du XVIIIe siècle était l'un des éléments les plus remarquables qui actionnent la Révolution française. Pour un tel mouvement de réussir, il y a une certaine dépendance qui existe entre l'éducation et le manque d'alphabétisme. La révolution la plus influente au passé incluait les mécontents des membres de toutes les classes sociales avec un gouvernement qui unifie le peuple d'actionner contre leurs contrôleurs. La capacité est donc à mesure les personnes exprimer leurs sentiments sont vraiment dépendants sur l'alphabétisme de la nation. Pour la France, quand le temps est arrivé pour la révolution à la fin du XVIIIe siècle, les gens étaient prêts pour leur opportunité d'aller contre le gouvernement dans leurs sentiments, leurs paroles et écritures et finalement leurs actions. Les effets culturels. La culture était frappée pendant le siècle XVI ou XVIII par le bouleversement religieux, politique avec l'échange fréquent de pouvoir dans la famille royale, les influences des autres pays puissants et la très grande division entre les classes hautes et les classes plus basses. Un très grand échange dans la culture française aussi inclut les transformations de l'estime pour le royaume et les organisations des gouvernements modernes, et ceci commençait à se dérouler avec la philosophie du peuple français. L'absolutisme de roi n'existait plus et les périodes de rupture idéologique et diplomatique créant un français ici connu dans les éléments brouillés. Les effets linguistiques. La montée d'alphabétisme en France aide dans son propre développement linguistique, mais aussi dans cela des autres langues romanes.
L'Académie française et le développement à l'excellence langagier des écrivains et personnes publiques ont avancé la transformation qui a créé la lingua franca, qui a dominé les domaines académiques, politiques et sociaux, et aussi a diminué la fracture entre toutes les classes sociales, qui a rendu la France l'empire l'un des plus puissants de centaines d'années. Aujourd'hui, des vestiges de français existent dans beaucoup de langues, mais particulièrement en anglais. Par exemple, environ 19% de mots anglais viennent des étymologies françaises, incluant des termes scientifiques, médicaux et légaux. Les études linguistiques révèlent que les transformations des mots sont prévisibles avec le savoir des motifs linguistiques, comme la structure et fonction des composantes des bases, comme le suffixe et le préfixe, la conjugaison de verbes et la transmutation orthographique qui se déroule avec la géographie et le dialecte parlé depuis les années du XVIIe siècle et bien avant. En résumé, les éléments d'alphabétisme pendant les époques de la Renaissance, le Grand Siècle et la Lumière sont innombrables. Les études qui réfléchissent les effets et les conséquences rendant une impression vraiment magnifique des côtés politiques, sociaux, en édition et développement linguistique qui ont fourni les langues les plus parlées aujourd'hui.